ça m'a frappé que deux romans, qui sont d'ailleurs très bons, bien écrits, l'un sur le docteur Mengele, vous savez, le médecin d'Auschwitz, qui faisait des expériences sur les déportés, sur les bébés, sur les jumeaux, enfin qui tripotaient la chair humaine, voilà, dans l'obsession de sa quête, de la pureté raciale, etc., de la maîtrise du biologique. Et un autre roman qui même a eu le prix Goncourt, L'Ordre du jour, mais qui parle d'une période révolue. C'est-à-dire, c'est comme si le totalitarisme, l'image du totalitarisme, était définitivement liée à l'époque nazie. Donc on va se replonger là-dedans, c'est passionnant, surtout quand c'est bien fait. L'ordre du jour, il a pour thème l'idée que sans les complicités nombreuses du monde industriel et du monde de la culture, etc., bien Hitler ne serait pas arrivé au pouvoir. On le sait, mais ça le montre, ça dans le détail, c'est de la littérature, c'est bon de le faire, mais ça ne dit pas grand-chose sur les ressorts de la lâcheté humaine et sur ce qui fait que cette lâcheté, elle est indépendante du nazisme, du communisme. La lâcheté sous le régime communiste, c'était encore plus fort, tout aussi fort. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai senti qu'il y a justement comme une fuite, peut-être un peu lâche, devant le totalitarisme tel qu'on l'a sous les yeux, pour aller dénoncer le totalitarisme qu'on n'a plus sous les yeux. Docteur Mengele, Auschwitz, c'est fini. Ça peut d'ailleurs aider. Moi, j'ai des proches qui ont eu une certaine jouissance à lire ce roman. Ça les vengeait de voir que ce Mengele a mené une vie a été traqué après comme un rat. Et voilà, il n'a pas coulé des vieux jours tranquilles. Très bien, contrairement à d'autres qui ont coulé des vieux jours tranquilles. Mais est-ce que c'est le problème? Le problème de cette lâcheté qui fait que s'il y a une force tyrannique qui s'impose, on n'ose pas. On n'ose pas protester. Si quelqu'un s'attaque à une femme dans le RER, c'est pas évident que les autres soient prêts à prendre des risques pour la défendre. Et cette lâcheté, elle est abyssale, elle mène loin. C'est comme si la masse, par une force instinctive, pensait d'abord à sa survie, quelle que soit la qualité de cette survie. Survie dans le silence, dans la censure, dans la peur, etc. Mais c'est déjà de la survie. J'essaie de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il y a une peur pour l'existence, il y a une peur du groupe pour sa propre existence, alors qu'elle n'est pas menacée. Un tyran, il aura besoin du groupe. Un anti-tyran aura aussi besoin du groupe. C'est très curieux. Comment l'individu et le groupe peuvent prétexter ou même sentir sincèrement que leur existence, leur survie est menacée et qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à céder, qu'à se la boucler, à s'incliner, à se soumettre, etc. Or, ces processus-là, on les voit aujourd'hui. On les voit quand il y a, je ne sais pas, quelqu'un de
persécuté par un groupe, normalement, je ne sais pas, je pense à une école, un élève harcelé dans une école parce qu'il est d'une autre origine, par exemple. Là, c'est l'autorité prend des gants avant d'envisager de prendre sa défense, parce que ça va troubler, ça va faire des problèmes, etc. Donc, il y a des formes de censure, de totalitarisme qui sont sous notre nez et qu'on ne voit pas, et en échange, on va s'offrir des élans faciles, passionnés, inspirés contre un totalitarisme absent, qui n'est plus là, y compris soviétique. Et là, on se dit, qu'est-ce que ça compense? Quelle pensée, quel manque de pensée ça compense?